Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Éric Lafont, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tête de liste écologie positive et territoire aux européennes. Enfin, vous êtes sur la liste. Je ne suis pas tête de liste. Vous n'êtes pas tête de liste, vous êtes sur la liste de Yann Verling. Oui. Pourquoi vous êtes rapproché des mouvements écologistes? Alors, c'est un ensemble d'une quinzaine de formations politiques qui forment cette liste. Et ce sont des formations qui, toutes par le passé, comme nous, avons essayé d'aller aux élections municipales pour apporter des réponses différentes. Et on a tous fait le constat. Sans grand succès jusqu'à présent. Sans grand succès. En raison notamment du fait qu'il y a des seuils de représentativité qui sont très élevés. Il faut faire au moins 5% pour pouvoir participer au deuxième tour des élections, et sinon 10% pour être sûr d'y participer. Et en fait, on se rend compte qu'en France, ce modèle de scrutin fait que le renouvellement électoral est extrêmement difficile, voire impossible. Donc avec ces différentes formations, on s'est dit, on va essayer d'être ensemble, de porter une offre ensemble à l'échelle nationale, pour ensuite faire émerger une marque, une nouvelle offre qui soit identifiée par les électeurs, de façon à éventuellement pouvoir retourner aux élections locales avec cette identité-là, qui sera plus claire et qui permettra à nos concitoyens de mieux identifier notre démarche locale. Alors vous associez des démarches quand même assez différentes. Vous, c'était nous citoyens, une démarche de démocratie participative. Yann Verling, d'autres, on est sur une écologie centriste. Vous vous associez aussi avec des mouvements régionalistes. Oui. Qu'est-ce que vous allez défendre au final ? En fait, on s'est rendu compte qu'on partageait un certain nombre de convictions, et ces convictions, on va les résumer rapidement en 3 piliers. Il y a un pilier d'écologie politique, clairement. On a tous conscience des enjeux environnementaux, de la nécessité de nous adapter aux changements climatiques en cours et à venir. Alors pourquoi pas travailler avec les écologistes ? Eh bien, j'y viendrai. C'est en termes de façon de faire qu'on a un point de divergence. Le deuxième pilier pour nous, c'est la conviction qu'aujourd'hui, on doit décentraliser de façon sincère. L'État français, l'État jacobin est arrivé au bout de ce qu'il est en capacité de faire, et il faut donner des moyens, des compétences au territoire pour faire tout ce que l'État n'arrive plus à faire aujourd'hui. Et le troisième pilier, c'est le pilier démocratique, ce que vous avez mis sous nom de démocratie participative, parce qu'en fait c'est un peu plus large que ça. Ça fait partie de cette analyse sur le fait que les seuils électoraux empêchent le renouvellement, qu'on ne reconnaît pas le vote blanc comme un suffrage exprimé, qu'on n'a toujours pas arbitré sur la question des cumuls de mandats dans le temps, etc., etc. Et on voit bien qu'on a de nombreuses règles aujourd'hui qui empêchent le renouvellement démocratique et qui finalement créent une défiance forte entre l'électeur et l'élu, et c'est à ça qu'on veut remédier ensemble. Donc on a ces 3 piliers qui font le point commun de ces 15 acteurs et qui, du coup, fabriquent cette offre aux européennes, écologie positive et territoire. Alors, je reviens sur ce que vous évoquez, la perception différente qu'on a aujourd'hui avec les Verts. Nous, il nous paraît qu'aujourd'hui, la question écologique est en train de devenir un repoussoir, une source d'énervement chez nos concitoyens, parce que toujours associée à une forme de coercition, une forme de stigmatisation, où les gens ont l'impression qu'on va de toute façon leur interdire de faire quelque chose. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est un enjeu essentiel. Il faut qu'on emmène nos concitoyens, les associations, les entreprises. Et pour ça, il faut déployer des solutions nouvelles, faciliter l'initiative sur les territoires, donner des solutions aux gens pour qu'ils aillent vers les comportements attendus, vers les changements de pratiques attendus, parce qu'on sait ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, c'est très documenté. Les scientifiques nous expliquent depuis longtemps ce qu'il faut faire pour réduire les gaz à effet de serre, la pollution, etc. On ne peut pas imposer ça à tout le monde, parce qu'on voit bien que ce sont des changements de comportement radicaux. Donc il faut les emmener avec des solutions alternatives. Et c'est plutôt ça qu'on met en avant, nous. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, on va aller au même endroit que ce que les Verts ont en tête, mais nous, on va y aller en entraînant les entreprises, les citoyens, avec de nouvelles approches, de nouvelles pratiques. Ce que vous dites, c'est que la transition écologique, elle doit être portée par les collectivités locales. Vous avez le sentiment que Laurent Wauquiez, la tête de la région, ferait mieux en matière de transition écologique ? Les débats récemment, c'était sur la loi zéro artificialisation nette, sur laquelle il s'était opposé. C'est une question intéressante parce que je ne crois pas que Laurent Wauquiez fasse mieux. En revanche, je suis convaincu que la région pourrait faire mieux. En ayant cette compétence sur l'aménagement du territoire, la région pourrait déployer des solutions différentes. Et en fait, on voit bien que d'une région à une autre, on n'a pas forcément besoin des mêmes outils ou des mêmes méthodes. Et ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que l'idée d'une planification écologique menée par l'État n'aboutira jamais. D'ailleurs, elle n'émerge même pas. Il ne faut pas une loi comme la loi zéro artificialisation nette. On voit bien ce que ça génère, c'est que l'idée est très positive. Effectivement, on a un enjeu sur le territoire d'arrêter d'artificialiser
Mais concrètement, dans l'application, ça ne crée que des réticences. Donc, c'est certainement pas la bonne façune de s'y prendre. Alors, nous, on parle de refaire un Grenelle de l'environnement pour remettre les acteurs autour de la table pour arriver à se mettre d'accord. Mais on voit bien que l'idée d'une imposition par le haut d'une règle qui n'est pas comprise, pas identifiée, sur un territoire comme la métropole de Lyon, c'est évident qu'on n'a pas besoin d'artificialiser de nouveau. Et qu'il faut optimiser ce qu'on a déjà fait, il faut construire sur la construction, etc. etc. Dans les territoires ruraux, on voit bien aujourd'hui qu'ils sont embarrassés, que les maires ruraux sont embarrassés, que les départements sont embarrassés, que les régions le sont aussi, parce que finalement, on leur impose quelque chose sur lequel ils n'ont pas de prise, parce qu'ils n'ont pas non plus la compétence aménagement du territoire. Donc, il y a une espèce de volonté de coincer l'acteur local dans une action, sans pour autant lui donner les moyens de déployer des réponses concrètes. Et c'est là où on voit bien que la transition écologique, finalement, elle ne se fait pas. C'est-à-dire que ça fait des années en France qu'on en parle. Si on mesure les progrès faits depuis 10 ans, ils sont extrêmement faibles, pour ne pas dire minimalistes. Parce que l'État n'y arrive plus sur ces questions. Et donc, il faut donner la main aux territoires, les métropoles, les régions. Et en plus, nous, on considère que c'est quand même un moment où il faut faire confiance aux gens. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que seules quelques personnes dans les ministères ont la solution. C'est pas vrai, ça ne l'a jamais été, mais c'est encore moins vrai aujourd'hui. À l'inverse, on voit des tas d'initiatives sur les territoires où les acteurs locaux ont des solutions pour faire cette transition. Vous êtes entré en campagne sur la question des déficits publics, de la France qui dépasse 5,5% du PIB. Là-dessus, vous dites la solution encore, c'est de donner plus de pouvoir aux régions, mais pourtant, ce sont bien les collectivités locales qui ont creusé une partie du déficit. Elles étaient à plus 5 milliards l'année dernière, elles sont à moins 5 milliards cette année. Oui, mais si on regarde les chiffres de l'État, on est dans des dimensions qui n'ont absolument rien à voir. Vous vous rappelez le début ça fait les du 10 débat, milliards d'économies qu'on cherche aujourd'hui. J'entends, mais surtout ce qu'on constate, c'est que le déficit de l'État l'an dernier, c'est 153 milliards d'euros. Voilà. Donc on parle de sommes qui sont stratosphériques, dont d'ailleurs on ne parvient pas vraiment à mesurer ce que ça signifie dans notre quotidien. Personne ne peut mesurer ce que signifie cette somme. On a un État qui, depuis des années, et notamment un ministre des Finances qui, depuis quelques années, nous dit on va faire des efforts, on va trouver des solutions, et manifestement, il ne se passe rien. On sait qu'on a une décentralisation qui n'est pas sincère. Toutes les lois qui sont empilées depuis presque 30 ans ont généré beaucoup de doublons entre l'État et les collectivités locales. L'État veut être partout, sans pour autant être vraiment efficace ou être vraiment présent. Et puis les collectivités locales, de toute façon, elles ont aujourd'hui une contrainte forte, qui est la loi. Les collectivités locales ne peuvent pas être en déficit. Donc ça, c'est une garantie quand même de l'usage de l'argent public. Et puis on a une multiplication par l'État d'agences de l'État, de structures connexes. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 80 milliards d'euros qui sont dépensés par des agences de l'État. C'était 19 milliards en 2007. Et cet argent-là n'est pas significatif d'une baisse de dépenses de l'État par ailleurs. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a une machinerie étatique qui dépense beaucoup d'argent sans aucune efficacité. La question est de savoir où est-ce qu'on peut être plus efficace sur un certain nombre de compétences. Nous, il nous semble que l'État doit rester sur des missions fondamentales, qui sont historiquement les siennes, la justice, la police, pourquoi pas l'école. Je sais qu'il y a toujours un débat à savoir si on ne pouvait pas un peu décentraliser davantage l'école, mais nous, on est attaché à l'idée d'une école républicaine, donc avec un partage des connaissances qui soit le même sur le territoire. En revanche, sur l'emploi, sur l'agriculture, voire sur la santé, on se demande bien aujourd'hui quel est l'intérêt d'avoir une politique étatique. Et on sait que sur ces sujets, on a pléthore d'acteurs bureaucratiques qui sont venus renchérir la dépense publique, sans pour autant être efficaces sur le terrain. Donc c'est une réflexion qu'on veut voir menée de façon, je dirais, transparente et sincère. Notre vocation à cette élection européenne, c'est de dire, mais regardons chez nos voisins. Les Allemands, les Espagnols, les Italiens ont choisi depuis longtemps d'être régionalisés, beaucoup plus que nous. Et force est de constater que, en matière de développement économique industriel, quand on est en Italie, ils se débrouillent mieux que nous. On parle, nous, de réindustrialisation en France, mais il ne se passe rien. Alors que les territoires industriels de l'Italie du Nord fonctionnent très bien. On voit qu'en matière d'agriculture, etc., il y a des modèles différents qui sont déployés en Allemagne et en Espagne. Nous, on reste tout le temps sur notre État qui veut tout gérer, tout centraliser. Et je reprends l'exemple que j'évoquais il y a quelques jours. La PAC, les agriculteurs sont montés au créneau parce qu'ils ne perçoivent pas les aides de l'Europe. Mais qui verse les aides? C'est l'État français. Ce n'est pas l'Europe. L'Europe verse à l'État, et l'État, on ne sait pas bien ce qui se passe, verse pas aux agriculteurs. Et vous avez du coup des agriculteurs qui vont dans la rue. Donc à un moment donné, il faut tirer les enseignements de ça,
et se dire que l'État ne peut pas être partout. Il faut qu'il se concentre sur des missions fondamentales et qu'il fasse confiance à d'autres acteurs territoriaux pour mener à bien d'autres sujets. Juste un mot pour finir. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez contre le cumul des mandats dans le temps. Vous n'êtes pas contre le cumul des candidatures dans le temps, parce que vous avez vu aux dernières élections, depuis 20 ans, vous étiez quasiment à tous les scrutins. Vous serez encore aux prochaines élections métropolitaines ? Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours considéré que l'engagement politique, c'était un engagement qu'on faisait à côté d'une vie personnelle et professionnelle. Et je crois que depuis 30 ans, on a vu s'imposer l'idée que les élus devaient être des professionnels, des gens qui font carrière en politique. Force est de constater au bout de 30 ans que le résultat collectif est plutôt médiocre. Donc, vous dites ça parce que vous n'avez pas été élu. Alors, localement, et j'ai bien conscience des limites de l'exercice du mandat local, mais ce que je dis fondamentalement, c'est que des gens qui font toute leur vie de la politique ne génèrent pas de résultats manifestement très significatifs. Essayons l'hypothèse de gens qui font de la politique à côté d'une vie personnelle et professionnelle et qui viennent sur un temps limité, 10 ans de mandat, et après repartent à la vie on va dire, normale. Et je crois que là, on aura une vie démocratique beaucoup plus riche en laquelle nos concitoyens auront davantage confiance. Éric Lafont, je vous remercie. C'est moi, merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.